les Ivoiriens pour la victoire à la CAN. Vous avez vu, j'ai décidé de garder mon maillot pour cette soirée. Pour moi, c'était important de partager cela avec vous. Donc, Issara Konaté est consul général de Côte d'Ivoire à Paris depuis le 4 février 2022. Et Issaka Konaté est un ancien de collège de Lakota, du lycée moderne de Divo. C'est deux étapes fondamentales de ma vie que j'aime bien mentionner chaque fois que je parle parce que j'ai un gros héritage que je tire de mon passage au collège moderne de Lakota et au lycée moderne de Divo. Donc, en parlant du consulat général de Côte d'Ivoire à Paris, le consulat général de Côte d'Ivoire à Paris n'a jamais eu de fonctionnement autonome. C'est la première fois en 60 ans que la Côte d'Ivoire essaie de mettre en place un consulat général complètement autonome et qui peut répondre à l'ensemble de la préoccupation des usagers. En 2013, on a déjà essayé de mettre en place un consulat. Malheureusement, ça n'avait pas pu aboutir. C'est la première fois qu'on arrive à mettre en place un consulat et à délocaliser. Ce consulat a une couverture territoriale, hein. On couvre une superficie qui est un peu plus grande que la Côte d'Ivoire, mais essentiellement la partie nord de la France et les territoires d'outre-mer. Et puis, mon collègue, le consul général de Côte d'Ivoire à Lyon, couvre la partie sud notamment. Donc, il y a deux consulats généraux de Côte d'Ivoire en France. Il y a le consulat général de Côte d'Ivoire à Paris, dirigé par ma modeste personne. Et bien entendu, il y a le consulat général de Côte d'Ivoire à Lyon. C'est très important d'expliquer cela. Et donc, pour expliquer un peu les missions consulaires, il faut comprendre que dans la diplomatie, il y a deux conventions fondamentales. Il y a la Convention de Vienne de 61 sur les relations diplomatiques et bien entendu la Convention de Vienne de 63 sur les relations consulaires. Donc, chacune des conventions établit dans son édition, ils disent exactement ce que sont les fonctions consulaires, mais de façon ramassée, les fonctions consulaires, c'est les actes d'état civil, c'est les passeports, les visas, mais c'est d'autres choses encore comme les transcriptions d'actes de naissance. Et puis, c'est comme si vous êtes une sorte d'administration ou de la mairie de votre pays à l'extérieur. Donc, voilà un peu ce que nous faisons. Donc, au Consulat général des Côte d'Ivoire à Paris, pour l'instant, nous sommes en train de travailler progressivement à équiper le consulat en termes de personnel diplomatique et aussi en termes de personnel local. Donc, c'est un processus qui est en cours. Le consulat a été délocalisé en juillet. Mais c'est seulement le 18 décembre que les services comme le passeport et le visa nous ont rejoints à la nouvelle adresse. Mais avant cela, on n'avait que l'ensemble des services, à l'exception des services de passeport et de visa. Voilà quelques propos liminaires que voilà, je voulais avoir pour me présenter le consulat général et puis, bien entendu, ouvrir les débats afin qu'on puisse échanger sur ce qui s'est fait. Et puis, je vais terminer sur le fait que le consulat général quand même fait autour de 25 000 visas par an. On a 21 000 passeports, on a plus de 12 000 actes d'état civil, et énormément d'actes qu'on nous demande par jour parce qu'il y a des actes qui interviennent en urgence, il y a ceux qui sont préparés. Donc, ça fait énormément de travail en ce qui concerne le consulat général des Côtes d'Ivoire à Paris. Donc, c'est justement pour cela qu'on met en place de nouveaux processus, notamment la nécessité d'une prise de rendez-vous, la délocalisation, la dématérialisation des services, parce qu'avec une superficie qui est grande, comme je viens de l'expliquer, il est important de mettre en place des dispositifs pour permettre ensuite que les démarches soient dématérialisées et faciliter l'accès à l'information et puis aux actes consulaires. Et puis, j'aurai l'occasion, à travers les questions, de dire ce qu'on fait dans les détails. Et puis, je me tiens à votre disposition, bien entendu, pour des questions. Je ne veux pas monopoliser la parole. Il n'y a qu'une heure. C'est important de laisser la parole aux autres. Merci infiniment de votre écoute. Ok, merci bien, Excellence, pour ces propos liminaires. En même temps, je constate qu'il y a énormément d'actes d'état civil qui sont établis par le consulat général. Et je viens aussi de noter aussi qu'il y a deux consuls généraux, notamment de la Côte d'Ivoire en France. En même temps, cela m'amène à poser la question de savoir quel est le regard que vous posez d'une manière générale des liens entre les Ivoiriens, notamment en France, et le consulat général. Parce que quand on constate que, forcément, il y a toujours des manques d'informations, il y a la question de la dématérialisation dont vous avez parlé aujourd'hui. Est-ce que ce processus de dématérialisation a
augmenter le lien des Ivoiriens avec le consulat ou quel est l'état actuel? Eh bien, les liens entre la communauté ivoirienne de façon générale et son administration, moi, je pense que les liens sont bons. Je pense que les liens sont bons. Il y a souvent beaucoup d'incompréhension, je dois l'avouer, mais les liens sont généralement bons parce que quand même, pour moi-même étant issu de la diaspora, lorsque vous comparez les générations de personnes qui étaient dans la diaspora, certaines générations n'avaient pas eu le privilège d'avoir, par exemple, des passeports de nos États qui étaient confectionnés dans les pays de résidence. C'était généralement fait en Afrique. Aujourd'hui, quand même, il y a cette particularité, c'est que beaucoup de nos États ont la possibilité de permettre à leurs ressortissants dans les pays d'accueil de faire leur démarche. La difficulté qu'on a, c'est que, voilà, nous sommes et nous demeurons ivoiriens et dans beaucoup de cas, dans ce que j'ai pu constater dans les 2 années pratiquement que je passe ici, c'est qu'il y a moins de préparation, c'est-à-dire qu'on se prépare moins. Il y a beaucoup d'actes interviennent en urgence. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir le dos au mur pour que les gens réagissent systématiquement à la démarche consulaire. C'est-à-dire que quand la personne n'a pas le choix, on lui explique que, attention, sans cette démarche, vous ne pouvez pas faire cela. Là, la démarche, elle devient tout de suite urgente. Donc, ça fait que vous gérez beaucoup plus d'urgence que d'actes normaux qui sont inscrits dans le temps. Mais je pense que les rapports sont assez bons. Et puis, il y a une excellente opportunité qu'on vient de voir de cette fraternité de la communauté ivoirienne. Hein. C'est la victoire des éléphants. Et c'est avant la victoire des éléphants, c'est comment chaque personne de la diaspora, d'abord au niveau quand on a pris la défaite assez conséquente, moi, j'étais dans la salle, j'ai vu l'émotion, c'était partagé. Il n'y avait pas d'ambassadeur, il n'y avait pas d'Ivoirien. Simple, c'est tout le monde qui avait le même état d'esprit. Et la victoire est pareil également, on a ce même état d'esprit. Donc, pour moi, quand même, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Et puis, n'oubliez pas, hein, l'équipe nationale de football, comme beaucoup d'équipes nationales d'ailleurs, il y a énormément d'Ivoiriens de l'extérieur. Donc, c'est aussi un pont, d'une certaine manière, entre notre pays et ces Ivoiriens de l'extérieur, et bien entendu, à travers cela, notre administration. Merci bien. En même temps, je note il y a une évolution dans le rapport des Ivoiriens d'une manière générale avec l'administration. Généralement, quelles sont les craintes des usagers sur l'accueil? Parce que initialement, c'était au 102 avenue Victor Hugo. Et aujourd'hui, il y a un changement il y a un changement de siège. Et quelles sont notamment les craintes posées par les usagers sur l'accueil et aussi quelle est votre stratégie pour pallier à la gestion des urgences? Parce que vous disiez tout à l'heure qu'il y a beaucoup plus de gestion d'urgence que des actes normaux habituellement. Quelles sont vos approches pour pallier à ces questions? Alors, d'abord, il faut reconnaître que moi, en prenant en fonction, il y a quelque chose que j'ai toujours pu faire quand j'étais directeur général des Ivoiriens de l'extérieur. Je regarde beaucoup la vie des autres. Et en me connectant dans un premier temps, en arrivant ici à Paris, je suis allé, j'ai regardé le score qu'on nous attribuait au niveau de l'ambassade, qu'on nous attribuait de façon globale, c'était 3,1. Je suis allé dans les commentaires, j'ai regardé, j'ai passé en revue les commentaires et j'ai vu que entre 50 et 65% des personnes qui mettaient des commentaires positifs ou négatifs, négatifs surtout, c'était lié à deux choses fondamentales. Il y avait l'accueil et il y avait le téléphone. Ils se plaignaient de ne pas avoir une ligne téléphonique et ensuite ils se plaignaient de l'accueil, la difficulté qu'ils ont au niveau de l'accueil. Donc, c'est des éléments que nous, on prend en compte en mettant en place un système d'abord où on délocalise, c'est-à-dire qu'on crée une entité autonome, ensuite on dématérialise, et puis ce qu'on fait, c'est qu'on met en place un système de rendez-vous. Le système de rendez-vous, il a un avantage, c'est qu'il ne trie pas ni sur l'origine sociale, ni rien du tout. Le système de rendez-vous, il va premier venu, premier servi, première disponibilité, première personne servie, et il permet quand même d'avoir une possibilité de retracer, d'avoir une base de données de ce que vous faites, qui vous rencontrez, qu'est-ce que vous avez fait, qui traite le dossier, comment le dossier a été traité, quel est le retard, qui est responsable du retard derrière. Donc, le système dématérialisé, je pense que ça a un avantage. Moi, ce que j'avais vu aussi, c'est que beaucoup de personnes venaient pour des démarches,
vous avez un emploi en Europe, vous n'êtes pas responsable de votre emploi du temps pour la plupart du temps. Vous avez un programme qui est défini par votre entreprise. Vous avez besoin de faire une démarche consulaire qui est rapide. Si vous avez un rendez-vous et que le rendez-vous est tenu dans le temps et qu'on respecte les rendez-vous, ben, vous avez la possibilité de sortir en 15-20 minutes et de vaquer à vos occupations. Quand il n'y a pas de rendez-vous, l'inconvénient, c'est de laisser tout le monde dans une sorte de fourre-tout et puis d'évoluer et puis de ne pas se rendre compte qu'une personne peut être arrivée tôt et puis ne pas être servie. Et puis ça crée une sorte d'encombrement dans un premier temps. L'encombrement est très dangereux pour les mesures de sécurité à l'intérieur des bâtiments. Il y a des normes ici en Europe qu'il faut respecter sur euh, les possibilités d'évacuation en cas d'incendie ou en cas d'urgence. Il faut pouvoir évacuer. Donc, il faut tenir compte de tout cela. Donc, moi, je dirais que il y a les craintes des usagers, c'était notamment au niveau de l'accueil. Je pense que là-dessus, on est en train de faire, je ne dis pas qu'on a le remède miracle, mais je pense que quand même, un système de rendez-vous permet de gérer le flux et donc d'avoir la possibilité d'y traiter et donc de beaucoup, beaucoup plus répondre aux besoins de l'usager que de laisser les usagers dans un système où ils ne savent pas quand ils arrivent, quand ils vont finir, quand est-ce que la démarche peut être faite, est-ce que la démarche peut être faite automatiquement ou pas. C'est pour ça que l'ensemble de ces informations, il faut les donner en amont. Ce qui explique d'ailleurs qu'on a fait un nouveau site Internet qui sort des sites Internet conventionnels que la plupart des missions diplomatiques ont, parce il y a une particularité dans l'activité consulaire, c'est qu'il y a des demandes et un site traditionnel d'une mission diplomatique ne répond pas à l'ensemble des besoins d'un usager. L'usager, moi, j'ai besoin qu'un usager, en 3 ou 4 clics, qu'il puisse avoir la possibilité d'avoir accès aux informations dont il a besoin plutôt que sur 10 clics, sur 15 clics. À partir du moment où vous tombez sur 10 clics, 15 clics, la personne se perd sur le système, la personne se perd sur le site Internet. Et ça, ce sont des choses à voir à mon sens. Ok. Mais est-ce une dernière question avant de laisser la parole aux participants? Est-ce que dans le temps, pensez-vous à dématérialiser l'ensemble des actes d'état civil? Par exemple, quand je prends le cas de la France, où il y a la possibilité de demander son extrait de naissance en ligne, par exemple, ou encore faire toute la procédure, par exemple, pour acquérir son passeport en ligne, ou tous ces éléments. Est-ce que dans le futur, pensez-vous à arriver à une telle procédure pour faciliter même aussi les populations parce que tout le monde n'est pas à Paris. Il y a certains qui sont en province qui peuvent aussi se déplacer pour venir jusqu'à sur Paris ou même encore à Lyon pour pouvoir faire toutes ces démarches-là. En même temps, question subsidiaire, est-ce que toutes ces pratiques, toutes ces procédures au niveau de Paris sont les mêmes aussi au niveau du consulat général de Lyon? Alors, merci beaucoup, hein. Je vais essayer de répondre rapidement sur la dématérialisation. Il y a des choses qu'on peut faire, qu'on peut dématérialiser. Il y a des choses qui sont beaucoup plus difficiles. Par exemple, au niveau de la carte consulaire, par rapport à la mesure de sécurité qu'on est obligé d'introduire dans la carte consulaire, et puisqu'il y avait une prise d'empreinte, donc la carte était biométrique, ça exige la présence de la personne. Mais beaucoup de personnes ont besoin de la carte consulaire pour faire des démarches. Donc, ce qu'on a fait dans un premier temps, c'est que quand la personne s'inscrit en ligne pour faire une carte consulaire, on lui envoie une carte consulaire dématérialisée qui est une sorte avec un QR code qui lui permet au moins d'avoir, voilà, vous êtes enregistré, vous viendrez faire votre carte consulaire à telle date, mais ça lui permet d'avoir une sorte de procédure dématérialisée qui lui permet de faire des étapes. Donc, il y a des choses qu'il est difficile de dématérialiser quand on a besoin de la présence physique. Mais je suis d'accord avec vous. Par exemple, pour les extraits d'acte de naissance, pour moi, et ça je le dis, je le répète ici encore à l'antenne, l'ensemble des personnes, je parle de toutes les personnes qui ont fait par exemple, des demandes d'actes consulaires, c'était d'actes comme l'extrait de naissance, qui n'ont pas obtenu les extraits pendant plusieurs années. Nous, on a trouvé ici à Paris, j'ai trouvé à Paris 4291 actes d'état civil qui n'étaient pas transcrits et donc pour lesquels les personnes n'avaient plus payé, n'avaient pas pu recevoir malheureusement les actes. L'ensemble de ces personnes, si elles détiennent leur ticket jaune qu'ils avaient reçu à l'époque, il faut nous les envoyer par voie postale afin que nous, on s'engage derrière à vérifier et à envoyer ensuite les actes transcrits à ces personnes. Donc, parce qu'on a pu mettre en place une opération spéciale et puis apurer le passif des 4291 actes qui ont maintenant été mis dans un registre ivoirien, il ne reste que l'étape des saisies.
mais l'étape de saisie, elle est relativement plus facile que l'étape de donner un numéro de registre, etc., et de copier, parce que la loi ivoirienne demande qu'on fasse la transcription manuelle. Donc, on doit regarder l'acte de naissance français de la personne, par exemple, transcrit dans un acte. Donc, ça, on peut faire ça, c'est dématérialisé. Quand ils ont les reçus, qu'ils nous les envoient par voie postale, nous, on se charge contre le reçu à vérifier son acte et à lui transmettre. L'autre difficulté qu'on a sur la dématérialisation, ce sont les adresses. J'ai par exemple des passeports qui sont revenus, hein, qu'on a expédiés. Quand la personne change d'adresse, les passeports prennent en moyenne 6 semaines. Si la personne change d'adresse en temps, ou bien la personne avait utilisé une adresse à laquelle elle n'est plus, et qu'on envoie des passeports, il y en a quelques-uns qui sont revenus. Il n'y en a pas énormément, c'est-à-dire, ce n'est pas des chiffres importants, mais quand même, il y a des passeports qui reviennent par faute de présence de la personne à l'adresse qui était la sienne au moment où il faisait le passeport. Ou bien il a pu mal écrire l'adresse, le passeport nous revient. C'est la difficulté que nous, on a au niveau de la dématérialisation. Mais pour moi, la dématérialisation, c'est l'étape nécessaire. On ne peut pas demander à quelqu'un qui fait un extrait d'acte de naissance. On n'a pas besoin de sa présence physique. On a juste besoin du reçu de paiement, de l'acte de naissance, etc., et des différents documents. Donc, ce n'est pas comme on prend des données biométriques. Nous, derrière, on prend l'acte de naissance français, on le transcrit dans un registre ivoirien, on lui donne un numéro de registre et ensuite on fait la saisie manuelle d'un extrait d'acte de naissance de Côte d'Ivoire. Ça, c'est quelque chose dans ce processus, on n'a pas besoin de la présence physique de la personne. La personne peut nous envoyer les actes et puis dans une lettre, par exemple, mettre ses priorités. S'il avait besoin de l'acte dans 10 jours, il nous dit, ah, bah, c'est vrai que la transcription se fait en un mois, mais moi, j'ai besoin de mon acte dans 10 jours, etc., etc. De sorte que nous, on puisse regarder dans le lot des personnes qui ont demandé des actes, la faisabilité ou bien la capacité que notre structure a de répondre dans les délais qui arrangeraient la personne, par exemple. Sur la question de ce qui se passe à Lyon, je ne connais pas l'entièreté je ne connais pas complètement tout ce qui se fait à Lyon. Je suis allé à Lyon, je me suis inspiré de l'exemple de Lyon. Ils fonctionnent aussi par rendez-vous. Ils font énormément d'actes aussi, autant qu'ils peuvent être dématérialisés ou ils expédient les actes aux personnes. J'ai vu ensuite, j'ai envoyé l'une de mes équipes aux États-Unis voir ce qui se passe aux États-Unis. Donc, on est en train de se mettre en place un système quand même où il y aura une cohérence globale dans l'ensemble des démarches consulaires. C'est-à-dire que s'arranger pour qu'on retrouve les mêmes pratiques partout et qu'il y ait une cohérence globale dans la réponse que nous, au sein du gouvernement, on apporte aux préoccupations des Ivoiriens, notamment sur les questions d'actes d'état civil. C'est ce que je voulais répondre, c'est ce que je voulais apporter comme réponse. Je ne sais pas, passeport envoyé. Oui, je pense avoir répondu aux questions. En tout cas, l'ensemble des documents qu'on peut faire sans que la personne se déplace, moi, je préfère qu'elle ne se déplace pas, qu'elle mette dans une enveloppe, qu'elle nous envoie. Il y a aussi une adresse email. La quasi-totalité des mails que je reçois, en tout cas, moi, je réponds aux mails hein, dans un délai normalement de 48 heures. La quasi-totalité des mails que moi, je reçois personnellement, je réponds à ces mails. On a aussi une adresse email du consulat auquel vous pouvez transmettre des mails. Et nous, on répond à ces mails, notamment dans un délai de 48 à 72 heures. Ça dépend de la requête, si de la demande qui est faite dans le mail. Donc, il y a la possibilité de continuer la dématérialisation et moi, je suis vraiment pour la dématérialisation. Je pense qu'un territoire qui est aussi vaste, on a envoyé par exemple des équipes jusqu'à Martinique. Imaginez quelqu'un qui est à Martinique, à l'exception du passeport, s'il a besoin de quelque chose, il faut qu'on trouve les moyens de lui faire son acte sans qu'il soit obligé de se déplacer jusqu'à Paris. Donc, je retiens que vous nous confirmez qu'aujourd'hui, si on écrit sur l'adresse mail du consulat général, on a obligation de recevoir une réponse en 48 à 72 heures 72 heures maximum, oui, absolument. Moi, maximum. c'est un reproche que j'ai toujours fait par le passé à l'administration publique de façon générale, pas l'administration ivoirienne, de façon générale, j'étais à l'administration. Mais pourquoi quand on écrit des lettres, les gens ne répondent pas? Eh bien, moi, je réponds. J'étais directeur général des Ivoiriens de l'extérieur. La quasi-totalité des mails que je reçois, je réponds. Parce que pour moi, c'est important, à moins que voilà, le mail soit tendancieux et qu'il y ait un certain nombre de choses qui ne permettent pas de répondre. Mais moi, je reçois un mail, on répond. Quand il y a des préoccupations, on répond. Il y a des réponses même qui sont très tardives parce que c'est important. La personne a besoin d'évoluer par rapport à sa préoccupation. Si elle peut épargner un déplacement, elle peut s'épargner un déplacement avec une réponse que vous lui apportez, ben c'est mieux de lui apporter la réponse que de l'obliger à se déplacer pour une réponse que vous détenez et qui vous prendra juste un clic d'ordinateur pour répondre. Ok. Merci bien pour toutes ces réponses.
Maintenant, la parole, elle est ouverte. Avant de prendre la parole, vous devez lever la main. Vous devez lever la main pour qu'on puisse vous passer la parole. Et je dis en... Oui, oui, allez-y. Président, monsieur Alafé. Ok, bon, bonsoir, monsieur le consul général. Bonsoir. Vous avez fait le point des réformes, des initiatives, le déménagement, tout cela. Apparemment, tout se devrait aller, mais il y a des problèmes. Nous constatons quelquefois des réactions. Nous voyons aussi de longs rangs. Nous voyons que des gens, ils arrivent, ils disent que les rendez-vous, ça met du temps. Qu'est-ce qui explique cette situation selon vous? Alors, c'est une bonne question. Alors, il y a plusieurs choses. Dans un premier temps, le consulat ouvre à 9h30. Donc, si vous avez un rendez-vous à 9h45, pour moi, mon conseil aux personnes qui ont un rendez-vous, par exemple, à 9h45, est de ne pas venir à 7h parce que le consulat est fermé. Parce que vous avez un système de rendez-vous et c'est important que dans le système de rendez-vous, par exemple, la personne intervienne, la personne arrive 5, Moi, 10, 15 minutes. Je vais dire 15 minutes, par exemple, avant le rendez-vous. C'est un bon timing. C'est-à-dire, vous arrivez 15 minutes avant le rendez-vous. Vous avez la possibilité ensuite d'entrer de faire votre démarche consulaire. Alors, il peut y avoir, la plupart des cas, la plupart des situations qu'on a en ce moment, c'est énormément, énormément, énormément de personnes qui ont des urgences, hein, qui sont dans des urgences, qui malheureusement n'ont pas de rendez-vous. Il y a des gens qui ont des rendez-vous, il y a des gens qui n'en ont pas, ou il y a des gens qui n'ont pas pu avoir un rendez-vous un jour précis et qui viennent un autre jour. Le problème, c'est que vous avez un système de sécurité dans le bâtiment, à partir duquel vous avez un nombre de personnes précis que vous prenez par rapport aux mesures de sécurité. Donc, c'est important que dans la gestion des flux, que les heures des rendez-vous soient respectées, qu'elles ne débordent pas. Et pour ça, c'est très important qu'on s'en tienne à cela. Pour moi, la difficulté vient du fait que, voilà, quand il y a une urgence, la personne se dit, bon, moi j'ai une urgence, le téléphone, ça ne va pas résoudre, il faut que moi je parle à quelqu'un. Alors, si vous avez 10 personnes comme ça va. Si vous en avez 20, en plus de vos rendez-vous, déjà 20, 30 personnes devant un consulat, ça fait déjà une file d'attente. Ça va très vite, les files d'attente. Et puis, il faut reconnaître que la meilleure solution, c'est un système de file d'attente. Le système de file d'attente, c'est comme le remplissage d'un avion. Vous prenez les places jusqu'à ce que vous n'en ayez plus. Quand vous n'en avez plus, ça bascule sur le jour prochain. Et ça fait cela jusqu'à ce que vous vous retrouvez dans un autre mois, dans une autre semaine, dans une autre semaine, dans un autre mois. Et un système de rendez-vous, malheureusement, c'est comme ça qu'un système de rendez-vous marche. C'est-à-dire que vous pouvez vouloir quelque chose demain et le rendez-vous que vous avez, vous l'avez pour la semaine prochaine. Vous pouvez aussi avoir un jour férié qui va faire que ça va impacter les jours de rendez-vous du jour d'après le jour férié. Par exemple, si les éléphants ont remporté la compétition, on a la bonne nouvelle d'un jour férié, eh ben, bien évidemment, les personnes qui avaient rendez-vous le lundi, elles auront une difficulté, par exemple, puisque on sera fermé lundi, elles viendront mardi. Mardi, il y a déjà d'autres personnes qui ont un rendez-vous. Vous faites des files d'attente. Et puis, il faut reconnaître que la communauté ivoirienne ici à Paris est très importante. C'est pour cela que dès le début, j'ai précisé qu'il y a deux consulats généraux. Les personnes qui sont dans les zones qui sont proches du consulat général de Lyon, qui regardent les circonscriptions, elles peuvent faire leur démarche consulaire à Lyon. Elles ne sont pas obligées de venir jusqu'à Paris. Et puis, il y a beaucoup de démarches qu'elles peuvent faire à distance. Par exemple, la question du visa, lorsqu'il y a des difficultés, faire un e-visa. Le e-visa, il ne dépend pas du consulat. Le e-visa, c'est sous le contrôle du ministère de l'Intérieur à travers la direction de la surveillance du territoire. Le e-visa, c'est généralement entre 48 heures et 72 heures, vous avez votre réponse. Donc, vous n'êtes pas obligé par exemple, d'aller au consulat pour faire un visa. Si vous avez un voyage urgent dans les 72 heures, vous pouvez faire un e-visa et obtenir la réponse avant d'aller embarquer. OK, merci bien. Vous faites mention de e-visa parce que ben, pendant la période de la CAN, on a entendu énormément de choses de montants sur les réseaux sociaux après le rapport du Conseil d'État. Tantôt c'est 40 000 francs, tantôt c'est 50 000 francs, tantôt c'est à l'arrivée. Donc, exactement, quel est l'état, notamment financier, combien débourse un usager pour avoir peut-être le visa en France, pour la Côte d'Ivoire ou encore pour le e-visa? Est-ce que c'est le même montant que le visa physique? Quelle est la particularité? Alors,
Le e-visa est un visa qui ne dépend pas des consulats. Il ne dépend ni des consulats ni des ambassades. Le e-visa, c'est un visa qui est directement géré par le ministère de l'Intérieur à travers la direction de la surveillance du territoire. Le e-visa coûte 73 euros en ligne. Si la personne va sur un site parallèle, comme il y a je ne veux pas donner le nom sur Internet d'un site précis, mais il y a des sites qui font, qui Des sont sites commerciaux. des démarcheurs de visa. Si vous allez sur un site de démarcheurs de visa, c'est possible que vous payiez 200 euros, 250 euros, mais le e-visa de Côte d'Ivoire coûte 73 euros sur le site des SNEDAI. Vous payez, vous, vous scannez vos documents, vous envoyez vos documents, vous recevez la validation, vous recevez d'abord un premier mail pour dire on a reçu votre demande, mais ce mail ne tient pas lieu d'autorisation d'embarquer. Vous recevez un deuxième mail envoyé par la DST qui dit, voilà, votre autorisation embarquée, votre visa sera apposé à votre arrivée à l'aéroport à Abidjan. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le visa en ambassade, qui est un visa biométrique. Sur ce visa également, il faut aller sur le site de SNEDAI. Vous allez sur le site de SNEDAI, vous choisissez bien visa en ambassade, vous choisissez votre ambassade. Ce visa coûte 58 euros quand il n'est pas en urgence. Il prend entre 48 et 72 heures pour avoir ce visa. Et puis, donc voilà les deux sortes de visas que vous aviez. Mais nous, je reconnais que pendant la période de la CAN, nous, on a eu un nombre assez important de personnes qui avaient fait le e-visa, qui n'avaient pas encore reçu des réponses, et puis qui sont allés systématiquement vers le consulat essayer de résoudre le problème. Le problème, c'est que le e-visa ne dépend pas de nous, mais nous, quand même, on a pris les demandes et puis le nombre de e-visas qu'on a fait valider pendant la période de la CAN, avant la CAN jusqu'à la période de la CAN, c'était proche de 150 visas quand même pour lesquels il n'y avait pas eu de réponse. Donc, qui ont quand même obtenu des réponses quand nous, on a mis tout dans un dossier qu'on a transmis à la police qui, en tout cas, je vais d'ailleurs saluer le commissaire de la DST qui a fait un excellent travail en acceptant qu'on transmette cela. Maintenant, à côté de cela, vous pouvez faire un visa d'urgence. À l'époque, ici à Paris, le visa d'urgence, c'était 58 euros plus 50 euros de frais d'urgence. Et puis, le consulat faisait systématiquement le visa derrière. Mais à l'approche de la CAN, on a rencontré énormément de difficultés parce que les visas sont régis par des textes. Il y a des pays précis où la loi ivoirienne dit que pour mettre un visa dans tel passeport, il faut une autorisation. Et quand c'est comme ça, vous devez référer la demande de visa. Et ça peut prendre beaucoup plus de temps que les 48 heures ou les 72 heures. Et donc, si les personnes ont déjà acheté leur billet d'avion, qu'elles n'ont pas tenu compte de cet élément, elles sont souvent obligées de demander un visa d'urgence qui augmentait à l'époque les frais de 50 euros supplémentaires. Mais nous, à l'approche de la CAN, on a lancé ce qu'on appelait le visa CAN. Le visa CAN, c'était 58 euros. Et puis, on avait annulé les frais de 50 euros. Et puis, on avait mis des frais de 30 euros. Et puis, ce visa était fait dans l'heure et permettait à la personne de prendre le visa dans l'heure et de partir systématiquement à l'aéroport. Et ce visa particulièrement a été un énorme succès. Ça, je dois saluer en tout cas la plupart des personnes qui ont travaillé sur ce projet. Je pense que ça a été assez intéressant de permettre à énormément de personnes de partir à Abidjan. En tout cas, pour ce que je peux dire pour les Ivoiriens, comment je leur dirais, recommanderais, ce sera de faire leur passeport ivoirien. C'est important. Il faut faire leur passeport ivoirien, ne pas attendre d'avoir une difficulté et puis tenter de faire son passeport ensuite. C'est vraiment de saisir l'opportunité de faire le passeport aussi. Oui, excellence. Avant que quelqu'un d'autre ne lève la main, euh, vous parlez tout à l'heure que le visa dépend du ministère de l'Intérieur et il se trouve que souvent, certaines personnes se déportent jusqu'à l'ambassade ou bien au consulat général. Est-ce que cela ne pose pas une question de communication et de compréhension? Et si oui, mais quelle est la stratégie de communication mise en place pour permettre aux citoyens, aux usagers lambda de savoir que le e-visa dépend exclusivement du ministère de l'Intérieur et non du consulat général, et aussi que le visa physique, notamment à l'ambassade, dépend exclusivement du consulat général. Quelles sont les différentes stratégies de communication dans ce sens? Alors, très bien. Alors, déjà, il faut savoir que si vous allez sur le site de SNEDA et que vous tapez le e-visa, et il est clairement. Et quand j'ai vu les incompréhensions, je suis allé voir sur Internet, voir ce qui était sur le site. C'est quand même clairement précisé. C'est précisé les étapes, c'est précisé ce qu'il faut faire, etc. Et moi, j'ai eu l'avantage quand même de voir quelques demandes de e-visa qui n'avaient pas reçu de réponse. Mais dans beaucoup de cas, vous avez quelqu'un qui peut faire des dossiers, qui oublie de joindre le passeport. La police, elle a besoin de faire des contrôles derrière sur le numéro de passeport. Il y a des détails sécuritaires dans lesquels je n'entre pas. La police, elle a besoin de faire cela. Donc, elle n'arrivait pas à valider. C'est vrai que face à cela,
beaucoup de personnes, ils ont quand même deux numéros de téléphone sur le site de SNEDA sur la question de e-visa. J'ai vu deux numéros de téléphone, il y a un numéro fixe et un numéro de portable. Mais la plupart des personnes, vous mettez à la place de quelqu'un qui a un voyage dans 2 heures. Pour lui, le téléphone, non, c'est beaucoup compliqué. Il préfère se rendre au consulat général. Et même quand j'explique aux gens, non, attention, c'est pas nous. Les gens disent, mais ah ben, si c'est pas vous, c'est le même pays, je m'en vais dans votre pays, donc vous devez trouver une solution par rapport à ma situation de visa. C'est pour ça que nous, en plus d'avoir autorisé cela, je ne dis pas qu'on va le faire tout le temps parce que c'est deux systèmes de paiement qui sont complètement différents. Nous, pour les personnes qui ont rencontré des difficultés précises pendant la période de la CAN, il y en a pour lesquelles on a même fait des visas qu'on a faxés à la compagnie aérienne pour permettre que la personne embarque, qu'elle ne perde pas son ticket. On a fait ça, mais ce n'est pas tout le temps qu'on peut faire ça parce qu'aussi, il y a des procédures en matière de visa. Il y a une communication qui est mise en place sur la question du e-visa. Si vous allez sur le site de SNEDAI, vous allez voir tout de suite en ce qui concerne le e-visa, comment il marche, quelles sont les différentes étapes du e-visa. Alors, peut-être qu'il faut qu'on continue d'expliquer, mais pour moi, la solution n'est pas tant que ça de dire, ah oui, ben, comme le e-visa, ce n'est pas nous, donc on s'en désengage. Oui, ben, ce n'est pas nous, mais vous vous mettez à la place d'un usager qui n'est pas forcément ivoirien ou qui ne connaît pas le fonctionnement du système, qui était aux États-Unis, qui tente de faire un visa. J'ai même résolu des cas de personnes qui étaient au Canada, c'est tout vous dire. Donc, la personne peut se retrouver dans une difficulté, elle cherche, elle se dit, mais qui peut me donner une réponse rassurante sur la question de e-visa? Il y a aussi, ça je dois l'avouer, énormément de demandes qui sont passées par des sites parallèles, comme il y a des sites de démarcheurs de visa où il y a énormément, parce que ces personnes, ces sites prennent de l'argent, ensuite vont en ligne et font ce que vous auriez dû faire sur les sites de SNEDAI. Et donc, ça ajoute du délai à l'attente de 72 heures que vous avez initialement sur le site. Mais nous, on continue la communication. Je dis bien que le consulat général a été délocalisé en juillet. L'ensemble des services visa et passeport ne sont arrivés dans le bâtiment que le 18 décembre. Nos difficultés sur les flux humains commencent à partir du 18 décembre, notamment au niveau des flux qui sont liés au passeport, au visa, où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de demandes. Comme je viens de vous dire, c'est 25 000 visas par an, 21 000 passeports, c'est énormément de demandes de passeports et de visas par an. OK, merci bien. Ben, en attendant aussi, je continue. Ben, tout à l'heure, vous invitiez les Ivoiriens à ne pas attendre et à établir leur passeport. On se rend compte que peut-être en France, il y a beaucoup d'Ivoiriens aujourd'hui qui ont acquis la nationalité française. Donc, conformément à la législation ivoirienne, la double nationalité n'était pas encore officiellement reconnue. Est-ce que ces Ivoiriens qui ont acquis la nationalité française peuvent se prévaloir d'un passeport ivoirien et effectuer leur déplacement, sachant bien il pourrait avoir un risque derrière face à la législation, face à ce problème? Quel est votre commentaire éventuellement sur ce problème? Alors, ça me fait un peu sourire, ça me rappelle l'édition du Forum de la diaspora qu'on a organisé en En mai 2015. 2015, Oui, et je me rappelle que le juge Clofan, lorsqu'il a donné cette nouvelle dans la salle, je crois que c'était une nouvelle quand même assez difficile. Écoutez, moi, ce que je constate, c'est que il y a les lois, et c'est vrai, et elles doivent être respectées, mais je constate que quand même, il y a eu beaucoup de tolérance au niveau de la Côte d'Ivoire sur cette question fondamentale. Donc, tant que la Côte d'Ivoire n'a pas été assez, elle n'est pas allée forcer à arracher des nationalités aux Ivoiriens. La Côte d'Ivoire a été assez tolérante sur la question de la nationalité des personnes, des Ivoiriens qui résidaient à l'extérieur. D'ailleurs, la loi, elle est très claire, hein, c'est-à-dire que si vous, à la naissance, si vous avez déjà deux parents, ça ne s'applique pas à vous. La loi parle de personnes qui, de façon volontaire, renoncent à la nationalité, mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup de tolérance sur la question. Moi, c'est ce que je constate. Je ne fais pas de commentaire sur la loi en tant que telle. Je constate juste dans les faits qu'il y a beaucoup de tolérance de la Côte d'Ivoire sur la question, parce que la Côte d'Ivoire, elle fait l'effort de regrouper l'ensemble des Ivoiriens. Et peu importe leur origine, la Côte d'Ivoire fait l'effort de regrouper tous ses enfants, quelles que soient les origines que ces personnes ont. Et pour moi, c'est un élément fondamental. Donc, je pense qu'il faut cette tolérance doit être bien utilisée. À mon sens, c'est cela, mais je ne fais pas de commentaires précis sur la loi. OK, je vois qu'il y a M. Jean-Paul Euro qui a levé la main. Donc, Jean-Paul.
Oui, bonjour, bonjour mon frère Bamba. Bonjour. Alors, je dois poser une question à Son Excellence l'ambassadeur Isiaka Konaté concernant la question récurrente des laissez-passer. Aujourd'hui, très souvent, beaucoup d'Ivoiriens, comme tu le disais tantôt, ont le passeport français, sont de nationalité française. Et très souvent, quand ils ont des petits soucis au pays qu'il faut partir en urgence en Côte d'Ivoire, le temps du visa, qui est quelquefois long, parce qu'il faut prendre rendez-vous sur le site du SNEDAI, ça leur pose un petit problème. Et du coup, ils préfèrent, comme ils sont ivoiriens, ils ont leur ancien passeport ivoirien qu'ils n'ont pas renouvelé quand il est arrivé à expiration. Beaucoup de ceux-là courent vers un laissez-passer en espérant faire un passeport ivoirien quand ils vont arriver à Abidjan, certainement pour la raison pour laquelle ils sont partis en urgence. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est véritablement de la question du laissez-passer au sein du consulat général de Côte d'Ivoire à Paris? Ah, c'était ma première préoccupation. Alors, il y en a. OK, très bien. Ben, écoutez, le laissez-passer consulaire doit être réformé. Il faut le réformer. Il faut réorganiser la question du laissez-passer consulaire pour plusieurs raisons. D'abord, en 2022-2023, c'est 1752 laissez-passer qui ont été demandés par la communauté, les usagers du consulat général de Côte d'Ivoire à Paris. C'est un nombre excessif. C'est un nombre excessif. Si le laissez-passer était un document particulier qu'on va utiliser en urgence, attention, ici, il y a quand même un nombre qui est assez important. 1752, c'est énorme. On ne peut pas avoir 1752 laissez-passer consulaires dans une année. Rien n'explique cela. Ce qu'il faut faire, ce qu'on est en train de faire, c'est réformer le laissez-passer. Il faut réformer le laissez-passer pour plusieurs raisons. D'abord, le tarif du laissez-passer en ce moment, il est à 100 euros. Et pour ce que j'ai compris, vous m'avez parlé tout à l'heure du délai. Quand vous regardez sur notre site Internet, le délai moyen pour le laisser passer était de 3 jours. Donc, ça n'explique pas que quelqu'un qui veuille faire un visa ou il peut avoir un visa en 48 heures, qu'il ne fasse pas le visa et qu'il veuille faire forcément le laisser passer consulaire. Mon troisième point, c'est sur la question du passeport qui n'est pas renouvelé. Quand vous êtes à l'extérieur, normalement, le passeport, 3 mois avant, vous pouvez le renouveler. Vous pouvez à l'extérieur jusqu'à 6 mois avant, commencer peut-être déjà le processus de renouvellement, du passeport. C'est extrêmement important dans la mesure où il peut y avoir des difficultés dans la reproduction du passeport et donc vous ne voulez pas vous retrouver dans une situation où vous n'avez pas de passeport. Moi, mon intention est de réformer en tout cas la question du laisser-passer. On va le réformer. On a eu 2 notes d'ailleurs publiques sur la question. Il faut réformer la question du laisser-passer. En France, le laissez-passer est encadré par un décret. Et du côté français, le laissez-passer se donne à un citoyen français qui est en situation de voyage dans un pays, paie l'ensemble de ses documents sans la possibilité pour l'administration publique ou le consulat de France ou l'ambassade de France dans ce territoire de lui faire un passeport d'urgence ou bien de lui permettre un retour sécurisé en France. Ils lui font un laissez-passer qui est utilisé une seule fois, qui est ensuite récupéré à l'entrée à l'aéroport ici en France. Euh, le deuxième cas, pour eux, dans leur décret, c'est un citoyen étranger qui réside en France, qui va dans un pays et qui perd l'ensemble de ses documents, qui doit retourner en France. Les Français, quand ils peuvent vérifier que la personne est bel et bien résidente, qu'elle n'a aucune autre possibilité de renouveler les papiers de son pays d'origine, ils peuvent, selon leur décret, lui faire un laissez-passer s'ils ne peuvent, puisqu'il n'a pas la nationalité. S'il n'a pas la nationalité de la France, ils peuvent lui faire un laissez-passer qui est d'ailleurs à chaque fois récupéré à l'aéroport. Moi, ma question, c'est qu'il faut faire attention sur la question de laisser passer. Si le laisser passer est abusé, on va se retrouver dans une situation beaucoup plus difficile sur la question du laisser passer. Donc, le laisser passer est en train d'être réformé. Il y aura 2 ou 3 types de laisser passer. Et à partir de la semaine prochaine, ça sera rendu public qu'il y aura 2 ou 3 types de laisser passer. Comme ça, on va bien faire le distinguo entre l'Ivoirien de voyage qui a perdu son document et qui a besoin de retourner en Côte d'Ivoire et
Et l'Ivoirien qui, bon, on dit que voilà, mon passeport n'a pas été renouvelé. Moi, j'ai vu des passeports qui n'ont pas été renouvelés depuis 2017 et puis pour lesquels on vient en urgence, on veut un laissez-passer consulaire. Moi, je pense qu'il faut faire très attention parce que le laissez-passer a plusieurs significations, il a plusieurs utilisations dans le pays d'accueil. Et l'utilisation que nous, on en fait, il y a d'autres utilisations qui sont faites du laissez-passer. Il faut faire attention dans l'utilisation du laissez-passer. Moi, c'est l'élément important que moi, le message important que je veux passer. C'est très important pour moi que ça se soit compris. On n'a aucune euh, intention de mettre les personnes dans des difficultés parce qu'il y a d'autres cas, hein. Il y a les cas, par exemple, des personnes qui partent en pèlerinage pour lesquels il leur est demandé d'expédier leur passeport en Côte d'Ivoire. Donc, pour regagner ensuite la Côte d'Ivoire, pour être dans le lot des pèlerins, il leur faut trouver un moyen de partir. On ne va pas leur nier le droit de partir, faire leur pèlerinage. Mais attention, je dis qu'il faut que progressivement aussi en Côte d'Ivoire, nous, on a fait des suggestions. Peut-être qu'il faut que nous, au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est mes suggestions personnelles, qu'on réfléchisse à la possibilité, un, d'un passeport d'urgence, deux, la deuxième suggestion que moi je peux faire, que nous on a mis dans un document interne, c'est une proposition qu'on fera au gouvernement. La deuxième proposition que moi je souhaiterais faire, c'est pour les passeports biométriques ivoiriens périmés, peut-être arriver à expiration, désolé, arriver à expiration, peut-être qu'il faut réfléchir à la possibilité de voir un passeport ivoirien qui arrive à expiration. Faut-il autoriser le détenteur de ce passeport à retourner malgré l'expiration de son passeport vers la Côte d'Ivoire? Moi, je pense que c'est deux pistes qui, si on les exploite convenablement, on va réduire substantiellement le nombre de personnes qui demandent le laisser passer. Donc, un, le passeport d'urgence. Deux, la possibilité que le passeport ivoirien qui arrive à expiration dans un délai qui est raisonnable, qu'on puisse permettre que ce passeport retourne en Côte d'Ivoire parce que ça va quand même réduire la pression sur l'usager. Je pense qu'il y a une loi similaire qui existe ici en France pour les Français détenteurs d'un passeport français qui arrivent à expiration. Ils ont la possibilité, je ne sais pas, je crois que c'est 2 ans, je ne sais plus. Ils peuvent retourner, je ne sais pas, c'est 2 ou 5 ans, 2 ans peut-être. Ils peuvent retourner en France avec ce passeport périmé. Peut-être que ce passeport qui arrive à expiration, je n'aime pas beaucoup le terme. Et donc, ça sont les deux pistes, comment je vois, les deux pistes de réflexion pour réduire la part des laissés-passer. Le laissez-passer, je ne souhaite pas qu'il y ait que les gens se reposent exclusivement sur la question de laisser-passer pour effectuer un voyage. C'est un document qui est moins sécurisé qu'un passeport. Ok, merci bien. Je vois qu'il y a iPhone Pro LAS. Après iPhone Pro LAS, il y a Monsieur Sila Youssouf. Et après Monsieur Sila Baba, Youssouf. est-ce que je peux faire une petite relance? Ok, Ah, j'aimerais demander. je te l'autorise exceptionnellement. Ok, d'accord, merci. Rapidement. J'aimerais demander à son Excellence, tel qu'il a exposé les choses, tel qu'il a répondu, le laisser-passer. Qui a véritablement droit à un laisser-passer ici à Paris et quels sont les critères pour obtenir véritablement un laisser-passer? Parce que pour l'instant, il parle de réforme. Pour l'instant, le laisser-passer n'est pas réformé, mais il est délivré. Mais quels sont les critères auxquels il faut répondre pour espérer avoir un laisser-passer dans une situation d'urgence et quelles sont les catégories de personnes qui pourraient avoir ce laisser-passer-là? Moi, j'ai déjà répondu longuement, hein. C'est-à-dire que sur la question du laisser-passer, la loi ivoirienne n'est pas précise sur la question du laisser-passer comparativement à ce que je viens de dire sur la loi française. Pour moi, le laisser-passer prioritairement, en tout cas, c'est l'Ivoirien qui, de passage ici en France, a perdu ses documents d'identité, qui doit retourner en Côte d'Ivoire. Il n'a pas d'autre possibilité de retourner en Côte d'Ivoire. Pour les autres cas, moi, je pense qu'il faut regarder au cas pour cas et éviter que le laisser-passer soit le substitut du passeport. C'est ça qui est dangereux. Ce qu'il faut éviter, c'est que le laissez-passer soit le substitut du passeport. C'est ce que moi, je ne souhaite pas. Le problème n'est pas le laisser-passer en tant que tel, c'est l'utiliser comme un substitut du passeport. Il n'a pas les mêmes normes de sécurité, il n'a pas les mêmes normes de vérification. Et donc, pour moi, dans un premier temps, c'est cela. Et puis, on a accepté aussi quelques cas de décès où il y a eu un décès à l'improviste. Mais la plupart du temps, malheureusement, lorsqu'on a regardé, ce sont des passeports qui sont arrivés à expiration il y a très longtemps. Le minimum que j'ai vu pour les passeports qui étaient arrivés à expiration, c'était 6 mois avant la date de l'urgence qui envoie la personne en Côte d'Ivoire. Donc, la personne aurait pu, dans un système où elle souhaite quand même renouveler son passeport, c'est pour cela que nous, on a lancé un appel. Il y a 2 notes publiques qui ont été faites sur cela. Et moi, j'ai lancé un appel afin qu'on fasse l'effort de mettre à jour les passeports. C'est très important de chaque fois être sûr que les passeports sont à jour. Il y a 2 notes publiques sur cela.
Et pour moi, la campagne va continuer cela. Et donc, on va différencier les laissés-passer et les catégories des laissés-passer. Ce sera fait dès la semaine prochaine. OK, merci bien. iPhone, iPhone Pro LAS. Après iPhone Pro LAS, Monsieur Sila Youssouf. Et après Monsieur Sila Youssouf, Monsieur Alafé, le président Alafé. Soyez bref, s'il vous plaît. On est pris par le temps. Monsieur Ok, iPhone Pro LAS. oui, bonsoir, monsieur le consul général, professeur Koulibaly Lassina depuis le Canada. Ma question est la suivante. Lorsque on a un passeport biométrique qui arrive à expiration et qu'on doit renouveler le passeport, ça nous demande, il faut impérativement se déplacer pour se rendre à l'ambassade. J'aimerais savoir, est-ce que vous envisagez ou les possibilités que pour le renouvellement d'un passeport biométrique, qui sont les passeports en cours en ce moment, passeport CEDEAO, que cela puisse se faire sans qu'il y ait des déplacements physiques, étant donné que nos empreintes biométriques ont déjà été collectées, nos informations personnelles sont déjà dans la base de données au niveau national. Donc, est-ce que vous envisagez dans un futur proche que ce processus puisse se faire sans qu'il y ait forcément un déplacement, une présence physique? Merci. Merci beaucoup. Bonjour, professeur. Ça fait très longtemps, content de vous entendre, hein. Merci pour le Oui, travail que oui, vous oui, faites. ça fait Ça plaisir remonte, hein. aussi. Alors, sur la question du renouvellement du passeport biométrique, je ne peux pas parler pour tous les pays, mais je ne sais pas s'il y a un pays qui le fait. Je ne sais pas s'il y a un pays qui fait où il autorise que parce qu'on a les données biométriques, on reproduise votre passeport. Parce que, vous savez, pour une raison toute simple, hein, je ne suis pas dans le secret des dieux sur ces questions de sécurité extrême, mais ce que je peux dire, c'est qu'une personne peut décéder et quelqu'un peut faire une demande de passeport en son nom et récupérer le passeport. Le passeport biométrique, ils exigent à chaque fois que la personne vienne, ils reprennent l'empreinte. Et ils le font même pour les visas d'ailleurs. Peut-être qu'ils ne vont pas chaque fois prendre l'empreinte, mais ils obligent les gens quand même, par rapport au statut, la plupart du temps à revenir. Pour ce que je sais, c'est que, en tout cas, ce n'est pas pour maintenant, s'il va avoir un passeport, que vous allez avoir la possibilité de renouveler un passeport biométrique sans vous déplacer. Parce que je pense que ça va être très difficile que ce soit accepté par l'administration. Ça pose énormément de problèmes sur la question de l'identité des gens que les gens peuvent utiliser, sur la question de la fraude documentaire, etc. Donc, en tout cas, ça, ce n'est pas, moi, personnellement, dans mon programme, mais je ne l'ai pas vu pour l'instant dans le programme de notre pays. Je ne sais pas si c'est quelque chose à faire. En même temps, je ne suis pas du ministère de l'Intérieur. Je n'ai pas toutes les réponses sur la question du passeport biométrique, mais pour ce que je sais, c'est que le passeport biométrique, si vous devez faire un passeport, vous devez vous déplacer, pas seulement parce qu'on prend la biométrie, parce qu'on doit vérifier que la personne qui est présente, la personne qui est en train de refaire son passeport, et non une personne qui se substitue à celle-ci. OK. Est-ce que je peux vous donner, si vous me le permettez, le processus ici au Canada? Oui, allez-y. Voilà, parce que mes enfants sont nés ici, ils sont donc canadiens et donc lorsque le passeport arrive à expiration, pour un passeport qui a déjà été établi, bien sûr, pour la première fois, il faut une présence physique, mais en cas de renouvellement, on a ici dans les différents services à la poste, certaines structures comme les pharmacies, des formulaires déjà de renouvellement de passeport. Donc, il y a un format de photo de passeport à faire et lorsque la photo est faite, il y a un cachet obligatoire à mettre en arrière avec la date. La photo, il y a un certain nombre de personnes habilitées à certifier qu'il s'agit bien de votre photo. Donc, en arrière de la photo, la personne qui se porte, si vous voulez, garant de votre identité doit signer d'abord pour certifier que c'est votre photo. Et au niveau du formulaire, la personne doit être de nationalité canadienne. Et donc, vous remplissez les sections qui vous concernent, votre numéro de passeport. On vous demande aussi de joindre une preuve d'identité, une copie, un numéro de pièce d'identité. Et à cela, le garant, celui qui certifie, va tout simplement rentrer également ses informations personnelles. Ça vous prend deux garants, des personnes qui vous ont connues et leur numéro de téléphone et contact. Donc, Passeport Canada, lorsque arrivent des périodes de vérification, appelle ces personnes-là pour pouvoir s'assurer. Et ce n'est pas toutes sortes de personnes qui peuvent remplir ces conditions. Il y a les profs, il y a les médecins, il y a les magistrats et des ingénieurs, voilà. Donc, des personnes assermentées. Bon, à l'image de la Côte d'Ivoire,
C'est sûr que si on doit le faire, ça pourrait être des personnes dans les pays comme la France, le Canada, les États-Unis, les pays européens ou d'autres pays. Il y a des magistrats qui sont là. Au Canada, il y a des personnes qui sont des commissaires à la sermentation. Et tout cela, on peut passer par ces personnes-là. Et donc, c'est des personnes quand même qui ont prêté serment devant la loi et qui sont habilitées à donc certifier une pièce ou certifier l'identité d'une personne. Donc, voici un peu comment est-ce que ça se passe ici au Canada. Merci D'accord. beaucoup. Merci bien. Merci beaucoup, professeur. Je vais juste dire quelque chose à la défense de notre pays. Le Canada peut-être a moins de défis sur le plan de l'état civil et que notre pays. Donc, il faut qu'on fasse attention. C'est un très bon système dans une certaine mesure. Mais voilà, pour nos États, nous avons des défis énormes sur la question de l'état civil que moi, je pense que voilà, des dispositions pareilles, bien qu'elles soient salutaires, seraient difficiles dans le contexte actuel de nos administrations de mettre en pratique. Mais j'ai bien noté tout cela. Merci infiniment, professeur. OK. Donc, Monsieur Silla Youssouf, rapidement. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Ok, merci Monsieur Bamba. Merci Excellence Monsieur l'ambassadeur Isiaka Konaté. Je ne vais pas poser des questions, mais je voulais faire un témoignage. Un témoignage en ce sens que, juste me présenter, je suis le président de la Maison des Ivoiriens en Pays de la Loire. Donc, il regroupe les 5 départements, les 5 départements des Pays de la Loire. Et j'avoue que je voudrais, au nom de mes condisciples, de mes concitoyens ici, profiter de cette occasion pour dire un grand merci à son Excellence M. Isiaka Konaté, qui, dès son arrivée, nous a prouvé qu'il est en train de faire la diplomatie autrement. La diplomatie autrement qui, en notre sens, est de rapprocher le maximum possible l'administration des administrés, et notamment le service consulaire des citoyens ivoiriens sur le territoire. Et j'avoue que cela nous a valu d'ailleurs une caravane consulaire qui s'est bien passée et où nous avons vu des Ivoiriens qui sont ici, qui ont autour de 80 ans, pour des couples, qui n'avaient plus du tout de passeport ivoirien et qui étaient si contents d'être là devant un consul, devant un ambassadeur. Et c'est une première depuis environ 50 ans en Pays de la Loire. Je dis bien 50 ans. C'est déjà dire la bonne volonté et l'engagement de son Excellence, M. Isiaka Konaté, de vraiment faire de l'administration ivoirienne la transparence et la proximité. Ça, c'est très important. Également, merci pour cette idée d'avoir réussi à délocaliser le consulat. Imaginez-vous un tout petit peu quand on allait à la rue, on allait à Victor Hugo. Franchement, à comparer à ce que nous avons vu aujourd'hui, et nous le remercions parce que nous avons eu l'avantage d'avoir été invités le 1er février à l'inauguration de ce joyau qui fait vraiment la fierté de la Côte d'Ivoire. Mais je voudrais simplement demander à nos Ivoiriens, nos compatriotes, d'appliquer systématiquement partout où nous sommes, notamment en France, notre devise, union, discipline, travail. Je me complais à dire toujours à mes Ivoiriens, mes confrères qui sont ici, que l'Ivoirien n'est pas discipliné. L'Ivoirien se refuse d'être discipliné. OK. Ça, on a compris. Ça, c'est Voilà. un autre niveau de débat sur la question de... Non, je ne fais pas de débat. C'est un point de vue. C'est mon point de vue. D'accord. OK. Ben, merci bien, doyen. Monsieur Bamba, Oui. s'il vous plaît. Cela influe également sur tout ce qui se dit là par rapport au consulat. Il y a trop de monde, on ne nous reçoit pas vite, on n'est pas content. L'Ivoirien n'est jamais content, même quand c'est mieux. Mais pourtant, pour aller à la CAF, M. Bamba, pour aller à la CAF, on dit aller à la CAF, il faut prendre un rendez-vous. On est prêt à prendre un rendez-vous. Venir faire son passeport, on attend que le passeport périme 3 ans avant de prendre des laissez-passer pour aller faire le passeport en Côte d'Ivoire. Et nous allons nous-mêmes demander à l'État de faire en sorte que tout Ivoirien venant de France qui arrive en Côte d'Ivoire faire un passeport qui est déjà périmé de plus de 6 mois,
doit d'abord présenter sa carte consulaire et ne doit même pas le faire sans passer par l'ambassade ou le consulat d'où il provient. Parce qu'il faut que nous mettions, nous-mêmes nous acceptons de faire de la discipline dans notre vie. Je vous remercie. OK, merci bien. Je pense qu'on a une obligation de temps. Ça fait exactement 1h00. Donc, avec la permission de son Excellence, on va prendre les deux dernières questions et puis il va faire sa conclusion. Donc, allez-y, Président Alafé. Voilà, monsieur le consul, il y a aussi une question qui est celle de la fraude. On en parle, on n'a pas eu l'occasion d'en parler avec vous ce soir. Quel est l'état des lieux, quelle est l'ampleur de la fraude sur les documents? On a vu que dans les pays en Italie, la Méditerranée ou autre, le gouvernement dit que les gens qui ont les papiers ne sont pas les Ivoiriens. C'est vrai que ça commence à Abidjan, mais il paraît aussi que Paris est un réseau, une plateforme. Qu'en est-il exactement? Un. Et de deux, il semble qu'à certains pays, vous l'avez dit, c'est vrai, on fait l'enrôlement en ligne à partir de Paris, mais après, on prend les documents, ou bien les documents sont traités à Abidjan et le passeport est expédié sur Paris pour retrait. C'est déjà une avancée, hein? C'est très bien déjà, parce que je connais des gens, ils ont fait sur Paris, ils ont eu leur passeport au bout de quelques semaines en France ici. Mais il semble que à certains pays qui ont réussi à bien dématérialiser et avec un système central de vérification, une base de données centrale de vérification, et ils ont la possibilité d'émettre directement le passeport sur Paris ici. Et qu'en est-il exactement et est-ce que on peut avancer dans ce sens au niveau de la Côte d'Ivoire? Merci beaucoup. Je voulais saluer les différentes interventions. Relativement rapidement à M. Silla, moi, ça sera difficile pour moi de dire à Abidjan qu'on ne le fasse pas le passeport de quelqu'un s'il n'a pas une carte consulaire. C'est très difficile pour moi de le faire parce que, voilà, il y a on a deux consulats généraux. Et pour faire la carte consulaire, malheureusement, on est obligé pour l'instant de se rendre au consulat, sauf quand on fait un enregistrement où on a un QR code. Sur la question de la fraude, c'est un dossier très sensible que moi je suis personnellement, je dois l'avouer, parce que j'ai eu la chance de travailler comme directeur général des Ivoiriens de l'extérieur et qu'ensuite l'État m'avait fait l'honneur et le privilège de m'associer à la mission qui devait se dérouler en Italie face aux défis qu'on avait eu, notamment à l'arrivée des migrants. C'est un voyage que je n'avais pas pu effectuer à cause des urgences que j'avais ici à gérer à Paris. Mais je vais dire que nous, on a travaillé avec l'Office national d'état civil et d'identification, l'ONESI, qui est venu ici à Paris, qui est en train de sécuriser l'ensemble des actes consulaires dans quelques semaines, hein, dans quelques semaines ou peut-être tout au plus dans un mois ou 2 mois. Je ne peux pas donner de délai fixe. Tous les actes qui sont édités par le consulat à Paris seront vérifiables par un QR code que tout le monde peut faire à partir de son téléphone portable. Vous pouvez juste flasher, ça doit ressortir la copie conforme de l'acte qui a été fait au consulat. C'est une innovation que le DG de l'ONESI, M. Ago, a accepté de mettre à disposition du consulat général suite à la mission qu'il a effectuée ici à Paris à notre demande, parce que pour nous, c'était important de sécuriser ces documents. Et puis ensuite, on a aussi reçu, à notre invitation également, le ministère de la Justice, afin que sur le processus, par exemple, des certificats de nationalité, que nous puissions avoir la possibilité de vérifier, éviter de perdre le temps aux gens et d'avoir une vérification avant l'établissement des actes pour être sûr qu'on est conforme aux décisions du gouvernement et qu'on est en harmonie avec l'ensemble des décisions qui sont prises en Côte d'Ivoire. Donc, je voulais vraiment saluer ici la collaboration de ces deux ministères qui nous ont accompagnés. Le troisième élément, c'est aussi la direction de surveillance du territoire, dont je dois avouer bénéficier de la bonne entente, de la bonne compréhension, de la bonne organisation de la direction de la surveillance du territoire qui nous a énormément appuyé en même temps que l'ODC et en même temps que le ministère de la Justice pour qu'ensuite on puisse vérifier, qu'on se rende compte qu'il est important de faire attention aux actes qu'on établit au nom de la Côte d'Ivoire parce que ça engage la responsabilité de notre pays. Le directeur général de l'ONESI s'est longuement exprimé sur ces questions. Et puis, il y a eu un conseil de la sécurité également, un conseil national de la sécurité en Côte d'Ivoire qui a largement planché sur ces différents éléments. Donc, on suit progressivement. C'est pour cela que vous regardez aujourd'hui beaucoup d'actes consulaires ont
sont sur des papiers sécurisés. Ce sont des décisions fortes du gouvernement. Nous, on met en place ici les décisions du gouvernement, donc c'est important. Ces actes de naissance, par exemple, basculent sur des documents assez sécurisés. On est en train de revoir ensuite, les cartes consulaires ont été changées. C'est pour cela qu'il y a un certain nombre de mesures qui se mettent en place et qu'il y a une campagne aussi de sensibilisation qui va intervenir en ce qui concerne ce qu'il faut faire lorsqu'on a des démarches et qu'on a des difficultés au niveau des démarches, parce que nous avons pour mission d'appliquer les décisions qui ont été prises à Abidjan, qui donc nous rassurons que l'ensemble des actes que nous produisons sont des actes qui sont conformes non seulement aux lois ivoiriennes, mais conformes à ce que l'administration de la Côte d'Ivoire aurait fait, parce que nous représentons l'administration ici. Il faut que ce qu'on fait soit largement conforme. Sur la question des passeports, moi, j'ai fait deux propositions tout à l'heure. Sur la question des passeports d'urgence et sur la question ensuite de la nécessité d'accepter que le passeport qui est arrivé à expiration puisse retourner en Côte d'Ivoire dans un certain délai. Mais la troisième proposition que je ferai suite au benchmarking que j'ai fait, moi j'ai fait le tour d'énormément de consulats généraux. Notamment celui du Sénégal. Ils ont la particularité au consulat général du Sénégal d'avoir, par exemple, les services de police qui sont au sein du consulat. C'est eux qui procèdent à la vérification des passeports et qui valident la production du passeport. Et le passeport est produit in situ. Donc, ils ont quand même cette particularité, ce qui fait aussi qu'ils ne peuvent pas avoir les mêmes chiffres en termes de laisser passer que les nôtres parce qu'ils ont la possibilité de la production rapide du passeport. S'il y a une difficulté, ils peuvent décider de produire le passeport en 24 heures ou en 1 heure ou en 2 heures. Mais en tout cas, ils ont cette organisation qui est sur place où il y a la police déjà qui est derrière, qui valide l'ensemble des documents et qui ensuite émet le passeport, surtout en renouvellement, c'est beaucoup plus simple. Nous sommes en train de faire cela, nous sommes en train de faire toutes ces suggestions au gouvernement. C'est vraiment un bon document que nous, on a fait sur la base des expériences qu'on a pu accumuler ici, des difficultés que nous avons rencontrées dans la pratique de la mission consulaire. Et ces difficultés, nous, on met tout dans un document. Il y a des rapports annuels qui sont faits par les consulats. Et ça permet ici à la Côte d'Ivoire de voir certaines des suggestions que nous faisons. Est-ce qu'elles sont applicables en Côte d'Ivoire? Moi, pour ma part, c'est les trois propositions fortes que je veux faire. On peut essayer parce que Paris, euh, Paris établit près de 80% des actes consulaires de la Côte d'Ivoire à l'extérieur. Donc, ça peut être une belle opportunité de commencer par Paris, de voir comment est-ce qu'on peut faire les passeports en urgence pour les gens et voir si ça peut se faire in situ. Et puis enfin, peut-être l'autre élément, c'est on a trouvé énormément de personnes qui sont très âgées. Je crois notre compatriote à Nantes en a parlé et qui ne peuvent même plus se déplacer. En attendant qu'on puisse avoir toutes ces facilités, nous, on a proposé aussi à l'État qu'on ait des valises tournantes en ce qui concerne l'enrôlement pour le passeport. On ne peut pas les garder, les valises, pendant 10 ans, mais ce qu'on peut faire, c'est lorsqu'on fait ce que nous on appelle ici les missions foraines consulaires, c'est des missions foraines où on déplace le consulat dans une ville pendant 3 ou 4 jours, où on fait les actes consulaires, c'est déjà d'informer les gens à l'avance, de sorte que ces personnes puissent se mobiliser. Et lorsqu'on arrive, on fait les enrôlements avec la valise mobile. Et puis ensuite, en attendant que les passeports d'urgence soient faits et qu'on puisse rapidement faire les passeports de ces personnes qui ne peuvent plus se déplacer, qui n'ont pas la possibilité de se déplacer. Il y en a qui font pas seulement les passeports, il y en a qui font d'autres actes encore. Donc, c'est pour dire qu'il y a tout ce benchmarking que nous on le fait justement pour faire des suggestions, des propositions au gouvernement, pour dire au gouvernement, voilà ce qu'on a vu qui marche, voilà ce qu'on a vu qui marche moins. Voilà ce que nous, on avait tenté de faire, mais ça marche moins. Et puis, de sorte que ce qui est décidé après tienne compte des défis que nous, on rencontre sur le terrain, parce qu'on rencontre énormément de défis dans la pratique. Ok, merci bien. Il y a une question qui est dans le chat. La personne dit Abdel Latif. Monsieur le Consul général, vous êtes un véritable réformateur. On constate que vous avez une ferme volonté de réforme et de modernisation. Mais certains disent que cela ne les arrange pas et que vous fermez des portes. Je me suis demandé quelles portes vous fermez alors qu'il devrait être heureux de ne plus subir des tracasseries. Votre commentaire. Écoutez, je ne sais pas, c'est difficile de faire un commentaire comme ça. Moi, ce que je veux dire, c'est que euh, aucun Ivoirien, aucun Ivoirien dans une administration consulaire ou diplomatique n'a pour mission de créer des problèmes aux Ivoiriens ou de les empêcher de faire des démarches. Aucun Ivoirien, je n'en connais pas. Toutefois, l'administration, les actes consulaires obéissent à des lois. Ces lois doivent être respectées. Si vous, par exemple, vous avez un document que vous faites, on vous demande
de joindre à ce document le recto et le verso de la pièce d'identité. Moi, je suis quelqu'un d'assez logique et d'assez carré, je dois reconnaître là. Je ne conçois pas qu'on vienne avec le recto et qu'on m'explique qu'on n'a pas le verso. Parce que si la loi dit c'est le recto verso, c'est le recto verso. C'est ça qu'il faut mettre. Peut-être qu'il y a des normes de sécurité dans le verso qui ne sont pas dans le recto pour lesquelles la loi exige cela. Et la loi exige un certain nombre de choses auxquelles nous, on est obligé de se conformer. Je ne vais pas donner le pays, mais je vais vous donner quelques exemples que nous, on a vus dans la pratique pendant la CAN. Il y a des visas de certains pays pour lesquels il faut demander l'autorisation d'Abidjan. Et certains, ou un de ces pays était présent en Coupe d'Afrique des Nations. Comment vous expliquez au demandeur de visa de ce pays qui va systématiquement, par exemple, regarder un match que, attention, votre demande est soumise à l'autorisation préalable d'Abidjan? Ce sont des questions, il y a des choses à voir à notre niveau. Il y a des choses, moi, je pense que c'est pour ça que nous aussi, on est sur le terrain. Notre rôle, c'est de voir dans la pratique de la loi les difficultés qu'on rencontre. Mais la loi n'a pas pour objectif d'être juste. La loi, c'est la loi. La loi, elle permet la vie en communauté, elle permet que les gens vivent ensemble au sein de la communauté parce qu'elle tient compte plutôt d'un certain nombre de règles qui permettent de définir cela. Moi, je pense, euh, pour ma part, mon ambition n'est pas dirigée contre des personnes. Mon ambition, c'est vraiment qu'on mette en place un système où un jour les gens passent devant et disent qu'est-ce qu'il y a ici? Ah, c'est un consulat. Ah, c'est un consulat de quel pays? De la Côte d'Ivoire. Et comment est-ce qu'ils travaillent? Comment est-ce qu'ils font les choses? De sorte que tout cela, qu'on soit très fiers d'être des Ivoiriens lorsque l'équipe nationale gagne. Tout le monde sort, tout le monde célèbre comme si on a tous joué au foot. Le président racontait, lorsqu'il a rencontré les Ivoiriens, comment est-ce qu'il a envoyé des SMS, par exemple, sur la façon dont l'équipe nationale devait jouer. Cette passion commune qu'on a, c'est l'appartenance commune qui fait ça. C'est le fait d'appartenir à la Côte d'Ivoire. Et le fait d'appartenir à la Côte d'Ivoire nous fixe des exigences et il faut que nous, on puisse, dans la mesure du possible, respecter cela. Moi, je suis quelqu'un de suffisamment engagé, mais d'assez transparent dans ce que je fais. Et je souhaite que petit à petit, que voilà, les Ivoiriens comprennent ce qu'on veut mettre en place, comme par exemple un système de rendez-vous. Ça a pour seul objectif d'éviter que l'Ivoirien perde du temps dans une démarche administrative, que l'administration soit à son service, plutôt que lui, il ait l'impression d'être au service de l'administration à chaque fois. Ok, merci bien, Excellence. Tout à l'heure, je vous pose les deux dernières questions et puis vous allez profiter en même temps pour faire votre mot de fin. Donc, vous avez parlé tout à l'heure de l'ONESI, mais à un moment donné, je me rappelle qu'il avait été dit qu'il avait la possibilité ou il relève la possibilité d'établir les cartes d'identité nationale ivoirienne en France. Aujourd'hui, qu'en est-il exactement? Et est-ce que la procédure a commencé? Si oui, quelles sont les démarches à faire? Et aussi, vous avez parlé de la valise tournante. Je me rappelle bien que ce sera intéressant parce qu'il y a déjà le Conseil général du Sénégal qui le fait de temps en temps avec d'autres communautés. Donc, quelles sont les dispositions pratiques parce que vous allez prendre dans ces deux sens? Donc, voilà un peu les deux dernières questions. Et pour faire la clôture, que devons-nous retenir si on devait retenir quelque chose des différentes procédures sur la vie des Ivoiriens notamment, et des usagers avec le déplacement du consulat général? Merci. Et à Alors, la suite de ces questions, vous posez votre mot de fin. d'accord, merci infiniment. Euh, les cartes d'identité, oui, nous, on a reçu les valises de l'Office national d'état civil et d'identification. Le paiement doit être fait sur le site de l'ONESI. C'est nous qui, pour des questions pratiques d'organisation, pour la gestion du flux, qui n'avons pas encore mis ces valises à la pépinière. Ce que nous sommes en train d'essayer de faire, ça, c'est une information que je porte à votre connaissance, c'est qu'on est en train de tenter de mettre en place ce qu'on appelle des antennes consulaires. C'est-à-dire qu'on est en train de chercher deux bâtiments annexes dans des quartiers un peu éloignés du 16e ou du 8e, où on a noté qu'on avait constaté un grand rassemblement ou un grand nombre de nos compatriotes, de sorte que ces démarches consulaires elles puissent les faire là.
Et comme ça, on aura non seulement le passeport, la carte d'identité, c'est-à-dire des annexes où on peut faire la carte d'identité et le passeport. C'est les deux choses sur lesquelles nous sommes en train de travailler. C'est juste pour l'instant qu'on n'a pas eu le bâtiment qu'on veut parce que nous, on a réfléchi à un bâtiment qui est simplement sur rez-de-chaussée, pas en étage, etc. Donc, on attend de voir cela. Sinon, nous avons les valises pour faire les cartes d'identité. C'est nous qui n'avons pas encore lancé ici à Paris les cartes d'identité parce que simplement, déjà le passeport, dès qu'on a déplacé le passeport à 19 rue de la Pépinière, c'est un flux important. Si on ajoute à cela le flux de la carte d'identité qui, j'anticipe, c'est là beaucoup plus important que le flux de la carte d'identité. Il faut être sûr d'avoir une organisation en place qui permette de faire l'enrôlement, surtout qu'il est beaucoup plus, il prend beaucoup plus de temps que l'enrôlement pour le passeport. Donc, c'est important qu'on puisse faire cela. Donc, on y travaille pour faire la carte d'identité, mais je reconnais que nous avons reçu exceptionnellement de la Côte d'Ivoire 4 valises pour faire les cartes d'identité. J'ai promis que nous passerons une des valises à Lyon et nous on gardera les 3 valises pour Paris. Et puis nous allons lancer les cartes d'identité également lorsque les bâtiments auront été localisés qui conviennent aux normes de sécurité qu'on veut, parce que notamment au niveau des évacuations. Sur la valise mobile, en fait, au consulat du Sénégal, c'est pas vraiment une valise mobile, hein. Eux, c'est comme ça qu'ils font. Ils ont une pratique en place au niveau du consulat général. Dans leurs consulats généraux, ils ont déjà la police. C'est là, ils ont une police spéciale qui est là, et ils reçoivent les éléments, et puis c'est la police qui valide et qui ensuite fait les passeports et qui remettent aux usagers. Donc, ils ont la possibilité de la production de passeports in situ, ce qui facilite notamment la remise des passeports et puis l'édition et la remise des passeports. Et puis, voilà, la carte d'identité, j'ai expliqué, hein, c'est le paiement qui sera fait sur le site de l'ODC, etc. Moi, pour la balise mobile, je parle plus pour des personnes très âgées que j'ai rencontrées en faisant les missions consulaires. Par exemple, quand on allait en Martinique, quelqu'un qui est en Martinique qui doit refaire un passeport ivoirien, on ne peut pas lui demander de payer le transport pour revenir ici à Paris. C'est comme s'il allait à Abidjan, c'est aussi loin que ça. Donc, autant trouver la possibilité, lorsqu'on a les valises, d'identifier 3 ou 4 zones, de faire 4 jours dans ces zones à chaque fois et de faire tourner la valise sur toute la France et sur tous les territoires, que ce soit dans la zone de mon collègue à Lyon ou que dans nos zones, de sorte qu'on puisse enrôler toutes ces personnes. Au moins, on aura leurs données biométriques. Et puis ensuite, ça permet de faire le passeport et à expédier. Maintenant, écoutez, s'il faut faire un mot de la fin, etc., moi, ce que je voulais dire, euh, c'est c'est très important, hein, le processus des actes consulaires. Le consulat général de Côte d'Ivoire à Paris, c'est 80% de l'activité consulaire de la Côte d'Ivoire à l'extérieur. C'est un consulat où il y a du travail, il y a énormément de travail. Et si vous voulez vous organiser, ne pas perdre le temps des gens, offrir un service de qualité aux gens, il faut mettre en place un système de rendez-vous. Vous n'avez pas le choix. Si vous allez dans un système où vous n'avez pas un système de rendez-vous, vous ne pouvez pas gérer le flux. Le jour que vous avez 500 personnes qui ont des difficultés, vous aurez 500 personnes au consulat. Et quand je vous dis qu'on en a 25 000 passeports par an, on a 25 000 pardon, visas par an, on a 21 000 passeports, 12 000 actes d'état civil, 500 actes divers. J'étais en train de calculer, c'est plus de 58 000 actes que vous faites. Quand vous calculez dans une année, il y a combien de jours? 365 jours, mais en réalité, combien de jours ouvrés? Peut-être que vous tournez autour de 250 ou 260, je ne sais pas, 250. Et ensuite, vous enlevez les jours fériés, ça diminue encore. Ça vous fait en moyenne, en 240, 260 personnes par jour. Et si vous répartissez ça sur 8 heures de travail par jour, ce n'est humainement pas possible de recevoir 300 personnes par jour, d'avoir un service efficace. C'est pour ça qu'il est important d'avoir un système de rendez-vous. Le système de rendez-vous permet de ne pas lier la prestation ni au niveau social des personnes, ni à leur origine, mais à mettre un ordre de priorité qui est basé, qui est fondé essentiellement sur la première personne qui demande, elle a le rendez-vous s'il y a la disponibilité. Maintenant, en cas d'urgence, bien évidemment, bon, il y a la possibilité de voir ce qui peut être fait, mais en comprenant aussi que l'urgence n'établit pas la règle administrative pour laquelle voilà, une administration a le devoir de répondre parce qu'il y a telle urgence qu'on ne peut satisfaire ou qu'on ne peut pas satisfaire. C'est très complexe. Donc, moi, je veux juste qu'on comprenne que dans tout ce que j'ai vu, tous les consulats généraux où je suis passé, que ce soit ceux de la Côte d'Ivoire ou à travers le monde, ce que j'ai vu, ce sont des personnes qui sont résolument engagées pour leur pays. Peu importe le pays,
J'ai vu le consul général du Mali, j'ai vu le consul général d'Haïti, je vois le consul général, je suis passé au consulat général de la Turquie. Ce sont des personnes résolument engagées pour leur pays qui rencontrent des défis. Les défis sont divers et variés. Comment ils répondent à ces défis? Ça dépend maintenant de l'organisation à l'intérieur du dispositif. Moi, pour ma part, ce que je dis, c'est là, beaucoup de patience. Il faut beaucoup de patience. Il faut de la patience, il faut de la persévérance. Et puis, il faut beaucoup d'humilité dans tout ce qu'on fait dans la vie. Pour moi, ce sont les qualités essentielles pour réussir une mission consulaire. Donc j'exhorte les compatriotes à beaucoup de patience, hein, à beaucoup d'humilité, à beaucoup de fraternité, à beaucoup de tolérance surtout à comprendre les défis qui sont les défis consulaires et que la Côte d'Ivoire est un pays assez moderne. Si on a décidé de mettre en place un consulat général, c'est pour répondre aux défis de la communauté ivoirienne ici, dans cette partie. Et je répète pour finir que nous avons deux consulats généraux. On a un consulat général à Lyon et on a un consulat général à Paris. Donc c'est important, en fonction de votre zone géographique, regardez, ne pas se déplacer simplement pour venir systématiquement à Paris pour l'ensemble des démarches. Et mon mot de fin sur les visas, c'est tant que vous pouvez, c'est faire un e-visa. Quand vous le pouvez également, faire le passeport ivoirien, l'avoir à disposition, de sorte à pouvoir l'utiliser quand vous en avez besoin, plutôt que d'attendre d'avoir besoin du passeport pour chercher à le faire. C'est bon, les conseils que je voulais donner. Et puis, vous remercier pour l'accueil. Ce sont des œuvres humaines, hein. Toutes les œuvres humaines peuvent être améliorées. Et moi, je pense qu'on doit pouvoir améliorer. Bientôt, dans les semaines à venir également, on va changer le système de rendez-vous qui est en place. On va prendre un système de rendez-vous beaucoup plus cohérent aussi, où il y aura une sorte de file d'attente, c'est-à-dire que même si vous voulez que vous n'avez pas rendez-vous, vous pourrez flasher un QR code et puis il vous enverra un message chaque fois que vous serez il va vous dire peut-être qu'il y a 20 personnes avant vous. Donc, vous pouvez aller tourner. Quand il restera 5 personnes, il vous dira attention, commencez à aller vers votre lieu de rendez-vous. Il reste 5 personnes avant votre rendez-vous. Donc, ce système sera opérationnel dans 3 semaines exactement. Donc, il y a des choses qu'on essaie de faire. Et puis, nous, on continue de travailler notamment sur la capacité à s'arranger pour que le passeport puisse parvenir beaucoup plus vite à Paris au lieu des 6 semaines qu'on a pour l'instant sur la question du passeport. Et puis, je ne peux terminer sans expliquer que nous, on n'intervient pas dans le processus de confection du passeport. Le consulat général n'intervient pas. Nous sommes un centre d'enrôlement du passeport. Nous ne décidons pas qui a un passeport, qui peut avoir un passeport quand il l'a. Nous sommes un centre d'enrôlement du passeport. C'est la police qui valide les passeports et qui ensuite, avec l'opérateur, produit les passeports, les édite et les expédie. Nous, on n'est que dans le processus du début et à la fin. C'est-à-dire, on enrôle et puis on reçoit en retour. Donc, on remet. C'est là la contribution, la présence du consulat général, notamment sur la question des passeports. Ok, merci bien, Excellence, Monsieur Isiaka Konaté, consul général de la Côte d'Ivoire à Paris. Merci à chacune et à chacun de vous pour votre présence. Je rappelle que nous étions dans le cadre de la conférence quotidienne des plateformes Newscoop et de la société civile l'Africanisme. Donc, merci pour parler non seulement de la question consulaire et aussi du rapport des Ivoiriens et des usagers à l'administration consulaire. On a appris beaucoup de choses. Il y a beaucoup de programmes qui ont été lancés, beaucoup d'évolutions et aussi des projets qui sont en perspective. Donc, je voudrais encore vous remercier et puis aussi rappeler que nous faisons notamment des conférences quotidiennement, des conférences de débat, parce que notre objectif, c'est de contribuer à la formation et à l'éducation de la masse et aussi dans dans la procédure de construction d'une Afrique inclusive, participative et dans le respect de notre diversité socioculturelle. Donc, pour toutes les personnes qui seraient intéressées à nous rejoindre dans la dynamique, vous avez le numéro WhatsApp qui est dans le chat, qui est le plus 337 63 73 92 75. Nous nous ferons plaisir de vous recevoir. Et on est en train de travailler aussi sur d'autres conférences. Vous serez aussi informés, notamment avec le professeur Koulibaly Lassina qui a fait tout à l'heure des propositions. Nous sommes en train de travailler aussi avec d'autres acteurs sur d'autres thématiques. Il n'y a pas de thématiques différentes qu'on détermine. On parle de tous les sujets de la société. Encore une fois de plus, merci à chacune et à chacun de vous. Merci au président Alafé Ouakili, qui est le président de l'association Société civile l'Africanisme, qui est aussi un des administrateurs
la plateforme Newscoop. Donc, merci et toutes les bonnes choses ont toujours une bonne fin. Donc, pour pouvoir mieux nous retrouver dans de meilleures conditions pour savoir se séparer. Donc, merci encore et bonne soirée chez vous et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci.